war is so insane. Organized insanity is war, but it's so insane, it's impossible for anybody to appreciate the word insanity unless you are in combat. In war, we actually got used to seeing violence, horrible things, but we never thought that we would ever come across anything that would make that whole nightmare seem almost a holiday, except at Falkenau. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules and bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 10, épisode 34. Cette semaine, deuxième partie de notre rétrospective consacrée au cinéma de Samuel Fuller. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas préparé d'intro ? Eh bien évidemment, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Et oui, il est 19h et donc vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui l'aime mieux que les autres. La semaine dernière, donc nous avons déjà parlé de Samuel Fuller pour évoquer notamment son parcours de vie et sa première partie de carrière jusque à peu près, on va dire, la fin des années 50, début des années 60. On s'était arrêté vers 40 tueurs. On va continuer donc avec le reste de sa filmographie et notamment donc les gros morceaux, en tout cas une grosse partie de ses films de guerre et donc le gros morceau qui est The Big Red One, Au-delà de la gloire. Donc on en profitera pour revenir sur le rapport de Samuel Fuller à la guerre, donc qui est un ancien soldat qui a vécu la Seconde Guerre mondiale sur 3 théâtres d'opérations différents et donc son rapport aux images et son rapport à la fiction et au documentaire. Pour parler de tout ça, nous avons Air Force One avec nous. Bonsoir Erwan. Bonsoir Thomas. Il y a carrément Flora et bonsoir Thibaut. Salut à tous. Il y a Carla, bonsoir Carla. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Et il était échauffé parce que nous avons dit peut-être beaucoup de bêtises la semaine dernière, donc il est revenu d'Ardard de Corée. Il y a Simon, bonsoir Simon. Bonsoir à tous. À la mise en son de cette émission, bien évidemment, il y a Gal, bonsoir mon cher. Bonsoir. Donc pas d'agenda, pas de news parce que de toute façon il se passe plus rien à Rennes dans le local, hein, pas grand chose. Donc, si, il me semble qu'à l'IFA jeudi, il y a une projection de... Oui. D'accord. C'est bien, encore une émission bien préparée. Sur de l'affaire Thomas Crown de Jay Wilson. Ah oui, ouais. Je crois que c'est ça, oui. Ça me dit quelque chose aussi. Voilà. Ouais, j'aurais préféré le McTiernan. Comment ça s'est passé dimanche soir ? Ah oui, donc dimanche soir, nous avons projeté avec les copains du Cinéma est mort dans le cadre des films du dimanche à l'Arvor Starship Trooper de Paul Verhoeven, donc dans sa copie 4K restaurée il y a quelques années. Donc beaucoup de monde, très belle ouais, très belle séance, une copie vraiment superbe. Et moi j'avais pas revu le film depuis un bon moment, depuis au moins 3-4 ans parce que j'avais un peu trop bossé dessus. Et en le revoyant, c'est quand même absolument toujours aussi formidable, quoi. Je veux dire qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est absolument grandiose. C'est peut-être le dernier grand chef-d'œuvre du XXe siècle. Et donc, ah non, mais non, c'est vrai, je trouve que c'est absolument prodigieux dans tous les sens du terme. Et on peut le dire déjà, la prochaine... C'est rare de te voir aussi enthousiaste, c'est pour ça. Non, mais c'est pas mal comme film quand même, on va pas se le cacher, quoi. Et donc, la prochaine séance, on dit pas encore le titre parce que c'est pas totalement sûr, mais donc ça sera le 1er juillet, donc pour le début de l'été, et ça sera pendant la fête du cinéma, donc la séance sera à 4€ le dimanche 1er juillet, donc pour un film tout à fait estival qui ravira... À 21h15. Voilà, qui ravira les petits et les grands. Exactement. Voilà, donc de toute façon, il se passe rien d'autre à Rennes, hein, mon cher. Voilà, merci Thibaut. Donc nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc Samuel Fuller. Donc la semaine dernière, comme je disais, nous sommes revenus un petit peu sur son parcours. Donc ancien journaliste, ancien soldat, donc engagé dans la Big Red One, la première division d'infanterie américaine, dont il sera largement question dans cette émission. Donc à l'occasion de son film The Big Red One, Au-delà de la gloire en français.
Et donc on s'était arrêté à peu près donc, à la fin des années 50 avec 40 tueurs, donc 40 Guns, qui est un film qu'on avait déjà beaucoup traité ici lors de sa sortie en Blu-ray chez Carlotta il y a 4 ans, je crois. Donc il y a je pense un de ses plus grands films, et un film majeur, et je pense, un des westerns les plus majeurs tout court de l'histoire du cinéma. Et donc après ça, donc après ce succès, il enchaîne avec Ordre secret aux espions nazis, film très français et on va dire un peu pop, titre français très pop, dont le titre original est Verboten. Si vous avez fait allemand LV2 comme moi ici, vous savez donc que ça veut dire interdit. Avec un point d'exclamation. Avec un point d'exclamation, parce que c'est très important. Et donc on peut partir là-dessus déjà, parce qu'on va, je pense, beaucoup revenir donc sur le rapport de Samuel Fuller à la guerre et le rapport aux images. Et donc là, ça se déroule en Allemagne à la fin de la guerre, quand l'armée américaine a envahi Berlin et commence à occuper un peu le territoire. Et donc c'est la survie des Allemands qui restent, et des Allemands notamment parce que donc à peu près tous leurs maris ou leurs frères sont morts à la guerre. Et donc c'est comment est-ce qu'ils vont réussir à survivre. Et une bonne femme, donc une gentille Allemande, sa coquine avec un ancien GI qui, par amour, va donc décider de rester en Allemagne avec elle. Mais évidemment, ça va se compliquer parce qu'il y a encore des nazis qui traînent dans le coin, donc les loups-garous ou werewolves, qui sont une bande d'extrémistes, d'anciens nazis qui veulent refaire vivre l'ordre mondial de Adolf Hitler. Et donc notamment le jeune frère de la demoiselle, et qui lui est parti dans les jeunesses hitlériennes à la fin de la guerre, comme beaucoup de jeunes hommes allemands à cette époque. Et donc lui, il est un peu en rébellion contre sa sœur qui s'acoquine avec un Américain. Mais bien évidemment, comme toujours chez Samuel Fuller, tout cela est plus complexe que prévu. Absolument. Je ne sais pas si justement Simon on en a parlé un peu la semaine dernière, mais peut-être commencer surtout avec Verboten, à voir le rapport au sein des films de Fuller, et surtout avec Verboten aussi, de la question du regard en fait, et de fait de voir le regard des personnages et qu'est-ce qu'il y a en face. Surtout qu'il y a plusieurs regards là-dedans. Donc il y a le regard de l'enfant, le regard de l'Américain et le regard de l'Allemand occupé. C'est à la fois le point de vue, mais aussi un regard sur le monde. Et quel type de regard en fait. Oui, et puis ça va déboucher sur cette célèbre séquence finale qui fait confiance aux capacités de l'image cinématographique, qui est encore considérée comme vraie, qui peut encore véhiculer la vérité, puisque la jeune femme utilise les images projetées au procès de Nuremberg pour convaincre son jeune frère qu'il y a bien eu des horreurs et que ce que les loups-garous lui racontent, c'est du bluff, c'est bidon. Et donc là, voilà, on le verra encore avec The Big Red One, mais on sent chez Fuller le fait que il n'a pas de moyens, mais il a des idées, comme le disait le slogan plus ou moins des publicités françaises, et que avec 3 bouts de ficelle, avec un raccord entre des vraies images du procès et ce que lui il a tourné dans un bout de studio, il crée quand même un choc magistral, et à l'intérieur de la diégèse, puisqu'il y a cette volonté de jouer sur le choc pour convaincre le jeune frère, et puis un choc pour nous, parce que nous aussi on accepte cette vérité qui passe par les images documentaires intégrées à un film de fiction. Là, il y a toute la confiance de Fuller qui s'exprime là dans ce montage entre différents régimes d'images. Puis c'est vrai que c'est intéressant chez Fuller son usage qu'il fait dans beaucoup de ses films de l'image d'archives, l'image documentaire, ou tout simplement ce qu'on appellerait un stock shot, ce qui chez on va dire dans du cinéma bis ou Z, on va dire confine souvent au ridicule, ou bien à la gaudriole. Je pense évidemment au film de Bruno Mattei, tout ça. Et donc là, c'est assez différent. Effectivement, il y a deux choses. À la fois, il bosse quand même dans des petites économies, parce que notamment sur ces films-là, c'était son propre producteur, donc il n'avait pas une énorme masse d'argent pour faire ses propres films, ce qui du coup lui apportait des images spectaculaires de guerre et puis d'armement, que ce soit allemand ou bien américain. Et donc il y a aussi une deuxième fonction en dehors de ce caractère purement financier qu'on peut trouver dans ces films. Et il est revenu là-dessus dans pas mal d'interviews. En fait, pour lui, c'est le rapport intéressant que l'image documentaire a dans un film de fiction. C'est-à-dire que pour lui, une simple image documentaire a en fait peu d'impact, a vraiment peu d'intérêt. Alors que quand une image documentaire est intégrée dans un film de fiction, comme donc à la fin de Verboten lors du procès de Nuremberg, là pour le coup elle a beaucoup plus d'impact pour le spectateur, parce qu'il sait directement qu'il a affaire à des images qui sont réelles, qui sont vérifiables, qui sont crédibles. Et donc du coup toute la violence des images qui sont montrées au procès de Nuremberg, donc c'est-à-dire les camps de concentration, les camps d'extermination et toutes les
exactions nazies contre les différents peuples qu'ils ont massacrés, en fait. Du coup, tout ça devient tout de suite beaucoup plus violent et on se prend le choc de ces images de manière beaucoup plus intense que dans un simple documentaire. On verrait une succession, justement, d'images horribles dans les camps, mais là où on pourra avoir un peu plus de distance. Et c'est là que tu parlais de point de vue et puis de identification. Dans Verboten, ça fonctionne pour le coup vraiment extrêmement bien, parce que donc c'est le regard du jeune garçon qui doit avoir 15-16 ans, je pense, donc qui était embrigadé dans les loups-garous et dans les jeunesses hitlériennes, qui est un genre de jeune fanatique, et quand il voit ça, il a un choc, pas un choc physique direct, quoi. Et c'est le même rapport qu'entretient le spectateur, parce qu'à ce moment-là, on est sur le point de vue du gamin. Je trouve que cette séquence illustre bien le titre original du film russe Requiem pour un massacre, qui, si ma mémoire est bonne, s'appelle Va et regarde. C'est vraiment ça. C'est cette confiance, voilà. C'est cette confiance dans les horreurs. On peut pas. Il y a cet enjeu qui se passe avec la Seconde Guerre mondiale, c'est que même si les nazis ont tout fait pour effacer les traces de leurs crimes, il y a quand même eu des images, et ça c'est ce qu'on peut pas enlever au cinéma, c'est que s'il n'a pas pu empêcher la Seconde Guerre mondiale, au moins il en aura gardé la trace des horreurs. Et ce à quoi appelle Fuller, c'est il faut plus que ça se reproduise. C'est le premier conflit d'importance quand même, surtout sur la fin de la Seconde Guerre mondiale, où on a des véritables images des conflits, des images de la violence et des images des massacres perpétués, que ce soit par les nazis ou bien par l'armée stalinienne, mais surtout par les nazis. Même s'il y a eu des reconstitutions, notamment du côté soviétique, assez problématiques. Mais ce qui après va plus se systématiser avec les guerres de Corée, avec les guerres françaises en Algérie notamment, d'ailleurs, et après encore plus pendant la guerre d'Algérie. Et ça échappera complètement aux Américains pour la guerre du Vietnam, parce qu'ils vont perdre quasiment la guerre au niveau de l'opinion publique, parce qu'on pourra diffuser à la télévision. Et là, après, ça va être le blackout total, et guerre du Golfe 90-91, c'est une guerre de jeux vidéo. On voit plus ça. On voit les flashs dans le ciel, on voit plus ce qui se passe sur place. Et ce qui est pervers, c'est que deuxième guerre d'Irak, cette fois, c'est les journalistes, voire les artistes embarqués, comme ils disaient, parce que cette fois, il y a une conscience de l'armée qu'il faut pas totalement créer le blackout, parce qu'il y aura du complot, il y aura le soupçon du complot, mais par contre, il faut contrôler comment les images sont diffusées, ou en tout cas créées d'abord. C'est ce que met en scène Brian De Palma dans Redacted, par exemple. C'est tout l'enjeu du film. On parle beaucoup des images, juste un détail, je ne l'ai pas revu le film, donc vous me dites si je me trompe, mais j'ai le souvenir qu'il commence par une idée, cette fois sonore, géniale, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, le symbole de victoire, le V se disait en morse avec tel symbole, et ça pouvait être repris par les sons de la 5e symphonie de Beethoven, comme ça fait en morse, ça fait V. Et effectivement, le film commence par ça, et idée géniale, c'est qu'aux notes de la musique répondent les coups de feu qui font ta-ta-ta-ta, comme ça exactement. Et voilà, c'est typique du Fuller, ça, c'est des idées. Les ouvertures de films, comment ouvrir un film, il te prend par le col et puis il t'embarque de force dans le film. Mais tu as des idées sonores comme ça qui sont prises, par exemple, dans un film que, pour le coup, j'ai revu à cause de toi, donc Le Soldat Ryan de Spielberg. Il y a plusieurs idées sonores comme ça aussi. À un moment donné, donc on est dans un village où il y a plein de coups de feu, où c'est les conflits en cours. Et en fait, la pluie commence à tomber et elle frappe les feuilles dans la campagne normande. Et en fait, elle se mêle avec les bruits de balles. Tout à fait. Et après, pour passer sur une autre séquence qui est beaucoup plus calme, et c'est le même genre d'idée un peu sonore qui en fait te fait basculer d'une séquence à une autre et d'un état physique à un autre. C'est-à-dire qu'on passe de la violence absolue du conflit dans le village, après au calme de l'escouade qui part dans la campagne normande. C'est vrai que même ce que tu es en train de dire et par rapport à la méthode de Fuller par rapport aux images d'archives, je trouve qu'il y a un aspect vraiment qui est complètement cathartique. Enfin, vraiment, c'est la catharsis au travers des images. Enfin, c'est vraiment ça. Surtout que donc, on peut partir dessus. Donc Fuller, il a participé à la libération du camp de Falkenau en Tchécoslovaquie à la fin du 45. Voilà, à la fin du mois de mai 1945. Et donc sa mère lui avait envoyé une caméra donc pour qu'il puisse filmer la vie avec ses camarades, parce que Fuller lui avait demandé. Donc à ce moment-là, il a une caméra, et son général en fait qui dirigeait sa section, ou c'est un colonel, je crois, je sais plus, donc lui demande justement de filmer, une fois qu'ils ont libéré le camp, de filmer le camp et de filmer le moment où son chef lui a demandé de ramener tous les notables du village d'à côté, qui était littéralement 300 mètres du camp de concentration, pour voir justement. Extermination. Voilà. Non, c'était un camp de concentration. Okay. Donc justement pour voir
ce qui se passait dans le camp. Parce que, donc, évidemment, comme beaucoup, tous prétendaient, non, on n'a rien vu, on n'a rien senti, alors qu'il y avait une puanteur des corps dans le camp de manière absolument ignoble. Et donc, c'est des images qui sont extrêmement impressionnantes. C'est beaucoup de plans courts, parce que c'est une caméra qui est super sèche, je crois, avec une qualité qui, évidemment, qui est pas géniale. Mais donc, ce qu'a fait après le chef de Fuller, donc, c'est de faire du 16 tout court, parce que je ouais, pense du que 16. oui. Donc de faire sortir tous les corps qui étaient encore dans les chambres, tout ça, donc tous les corps en putréfaction, de les faire habiller et de les enterrer par toute la population du coin, quoi. Ce qui sont des images extrêmement fortes et qui ont beaucoup marqué Fuller, même dans sa représentation que ce soit des camps ou bien des corps en putréfaction dans les conflits, quoi. Mais ça, il ne pouvait pas en rendre compte dans le cadre du cinéma hollywoodien. Il va falloir qu'il attende un petit peu. Oui, parce que donc, The Big Red One sort en 1981, donc c'est un petit moment après. Est-ce que vous aviez évoqué sa carrière? Enfin, il faut préciser que quand Fuller il s'engage... c'est lui qui s'engage dans l'armée. Il est beaucoup plus âgé que les jeunes qui ont 17, 18, 19 ans. Lui, il a déjà 30 ans. Il a 30 ans, il a sa carrière de journaliste, parce que visiblement, il a demandé assez Il a déjà tôt. commencé à bosser à Hollywood, en plus, à l'époque. Et il vient de publier un roman. C'est ça. En tout cas, son premier roman sort quand lui est parti au front. Mais quand il est en Sicile. Oui, à un moment, on voit ça dans The Big Red One. La publication, un roman de gare. Oui, voilà, un pulp, comme on dit. De lui-même, en fait, puisqu'il est incarné dans ce film-là. Et sa caméra, il a demandé assez tôt à sa mère, mais en fait, elle lui met beaucoup de temps à partir. C'est juste avant un an et demi à arriver, comme il le raconte. Et peut-être en faisant le lien avec Verboten aussi, c'est aussi comment mettre en scène ce regard-là, du coup, peut-être la question de la frontalité aussi, c'est-à-dire l'idée du chant contre chant. C'est ça, chez Fuller, il y a beaucoup d'idées qui passent par le chant et le contre-chant. Je ne sais pas si on aura l'occasion de parler de Dresser pour tuer, de White Dog, mais il y a des confrontations avec le chien... le chien de blanc, le chien raciste, si on peut dire, qui est dressé pour attaquer les Noirs américains aux États-Unis. Et beaucoup de scènes d'agression ou de scènes de confrontation avec le chien pour le dresser passent juste par ce jeu de chant contre chant, notamment de regard. Il y a une confiance comme ça dans le montage, dans la confrontation et dans la résolution aussi par ce chant contre chant. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans The Big Red One, à la découverte des camps, qui est assez forte dans le sens qu'il ne montre pas, mais tout se joue dans le regard de l'Américain qui découvre... Du personnage de Mark Hamill, notamment, qui est le personnage le plus fragile, entre guillemets, de la troupe. Et qui, en fait, de toute façon, chacun leur tour, ils vont ouvrir ses portes et ils vont se confronter au regard de ces gens. Qui sont parfois des regards vides parce que certains sont morts ou plus ou moins. Sinon, en fait, d'ailleurs, je suis désolé, tu as raison, mais je pense que Falcon c'était un camp d'extermination parce que le personnage de Mark Hamill ouvre. Ouvre des fours crématoires à la fin avec donc. Puis il y a ce plan formidable où ils sont en train de se battre dans ce camp, ils s'adossent et on voit la cheminée. Eux, ils savent pas encore. Ils n'ont aucune idée de ce. Et on voit cette grande cheminée avec la fumée qui en sort encore. Ce qui fait confiance quand même à la culture historique du spectateur, quoi, parce qu'a priori on n'est quand même pas on n'est pas sans savoir que ces cheminées-là, elles signifient quelque chose, quoi. Et avec ce petit détail des pots de fleurs, puisqu'il explique dans à l'entrée il y a des pots de fleurs. Voilà, on le sait ça effectivement que dans les camps nazis, la vie s'était développée avec pour les familles des nazis notamment, peut-être pas des écoles, mais enfin on n'était pas loin de ça. Une garderie, quoi. Une bibliothèque, ce genre de choses. Et lui, il l'a montré par un détail visuel, c'est-à-dire ces touches de couleurs, de fleurs colorées. Oui, c'est vrai. Et ça fait une fracture énorme avec la séquence précédente. Après il emmène cet enfant. Une fracture dans le plan, c'est vrai, parce que tu dis qu'est-ce que ça fout des pots de fleurs dans un camp d'extermination, a priori. C'est même assez troublant parce que moi je le savais pas. T'as l'impression que c'est cheap en fait, que du coup en gros ils ont laissé des fleurs là, alors qu'en fait. Non, c'est très signifiant. Ouais. Et la manière dont il a introduit ce petit garçon qui est juif, qui retrouve dans le camp. Qui est récupéré par Lee Marvin. Et qu'il introduit dans cette salle totalement immaculée, presque par rapport à ce qu'on peut imaginer. Et d'ailleurs, encore une idée. Et tu dis par exemple que c'est un petit garçon juif, on n'en est même pas vraiment sûr, on peut évidemment s'en douter, mais puisqu'il y a ce fameux moment où il ne parle pas la même langue et le sergent lui pose la question, et en énumérant, et là avec juste cette phrase-là on comprend l'ampleur de l'horreur nazie. Est-ce que t'es juif, est-ce que t'es polonais, est-ce que t'es tchèque, est-ce que t'es russe? Toutes les nations dont il pourrait être issu et qui ont subi cette... C'est vrai que dans l'énumération, d'un coup, ça s'ouvre, quoi, l'ampleur, et là on se dit, bon d'accord, et voilà de toute façon c'est pas quelqu'un d'identifiable au travers d'un numéro, ça peut être n'importe qui. Sans argent, et après cette discussion, enfin cette interrogation, ce questionnement, Lee Marvin prend le bras et en fait le code tatoué sur le bras en fait envahit le champ, et c'est là
C'est là où on se rend compte, et en plus de l'humanité de Marvin qui apparaît de plus en plus, alors qu'avant c'était une espèce de mec tout droit, meurtri, parce que le prologue est complètement monstrueux. Mais là, on il sent apparaît de toute façon, Marvin apparaît souvent comme un genre, l'humanité, en fait, un bloc de Marvin. granit, en fait, c'est vraiment Et là, il y a le chef de l'escouade. les failles, en fait, arrivent, Bien sûr. et en fait, l'humanité, parce que de toute façon, Fuller, il me semble pas que Fuller ait envie de représenter des personnages monocordes, même dans J'ai vécu l'enfer de Corée. Le soldat, c'est un peu le même, en fait. C'est un peu le même, en fait. C'est toujours à peu près les mêmes prototypes de soldats. Un professionnel très carré, très machin, mais au bout d'un moment, le professionnel ne suffit plus, en fait. Le cœur, en fait, apparaît toujours chez Fuller. Il y a un truc dans tous les films de guerre de Fuller, que ce soit Les Maraudeurs Attack, qui est un film qu'il a fait en 1962, donc une première partie de carrière, on va dire. C'est toujours des personnages qui sont mis en tant que responsables face à l'histoire, avec un petit H et un grand H. En fait, dans leur petite histoire de guerre, de petits conflits internes, que ce soit en Birmanie ou bien quoi que ce soit, au bout d'un moment ils vont se retrouver face à l'histoire avec un grand H, que ce soit dans les Maraudeurs Attack et que surtout dans The Big Red One, où du coup tout ce qui se passe et tous sont évidemment plus grands qu'eux parce qu'ils sont déjà dans l'histoire avec un grand H. Même, et en fait ils sont responsables, et tous les gens qu'ils rencontrent vont être encore plus responsables qu'eux. Même sur l'histoire avec un grand H, même The Naked Kiss participe de ça. Qui est un de ces polars. Enfin, C'est un polar. En fait, on pourrait croire que l'histoire, en fait, c'est juste un polar, et en fait, c'est un grand film sur la société johnsonienne. On en reparlera dans l'émission. Ouais. Mais pour revenir aussi au début de The Big Red One, qui est une idée pareille typique de Fuller en termes d'écriture, qui est un prologue, un prologue de personnages pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, c'est quand même l'anecdote que le soldat donc incarné par Lee Marvin se retrouve à tuer un soldat allemand, sauf qu'en fait 3 heures avant, et il ne le sait pas, l'armistice, le 11 novembre. C'est un meurtre. Et c'est aussi pareil, le rapport à la morale, et ça c'est vraiment en termes d'écriture quelque chose de très très D'où la scène finale dans The Big Red One où qui répond, en fait, c'est un contre-champ à ça, et là il lui dit une phrase très forte. On spoil complètement comme des salopards, mais c'est pas grave. Il lui dit à la fin, tu vas survivre, gagnent, sinon je te tue. Et là, c'est magnifique. Ouais. En fait, il pourrait limite clore sa filmo sur ce mot-là. T'as plusieurs choses dans The Big Red One et qui sont aussi en rapport avec Falconeau, Vision de l'impossible, qui est un film de Emil Weiss de 1988. En fait, Emil Weiss... Qui existe en plusieurs versions. Qui existe en 3 versions. Tout comme The Big Red One. Voilà, c'est ça. Donc, il y a une version de 32 minutes, une de 42 et une de 52, où en fait, Emil Weiss... ramène Samuel Fuller au camp de Falconeau, donc à la fin des années 80, où Fuller explique un petit peu comment est-ce qu'ils ont procédé, comment est-ce que le camp a été foutu, comment est-ce qu'ils ont attaqué, quelle était la réaction des gens. Et après, il le montre en fait donc face à son film qu'il avait filmé lors de la libération du camp. Et en fait, Fuller commente les images qui passent à l'écran. Et après, dans différentes versions, donc qui sont plus longues, il y avait l'entretien avec Fuller continuait après le film, où là, il discutait de beaucoup plus de choses sur notamment donc le rapport qu'il a face à l'image documentaire, face à la fiction, face à l'image d'archives, et l'importance qu'ont les images dans l'éducation pour les jeunes générations. Parce que notamment en France, en 88, le FN de Le Pen avait fait 20% aux élections européennes. Et donc, il le cite explicitement, il faut que ce genre de film et ce genre d'image circulent pour que des gens comme Le Pen ne puissent plus avoir de pouvoir, quel qu'il soit, en politique dans n'importe quel pays. Et c'est rigolo parce que Fuller, le rapport qu'il a à l'image, notamment à l'image de guerre, et sa conscience de la puissance du cinéma comme vecteur de mémoire, vecteur de morale, ça a un peu à se rapprocher à ce grand historien qui est Marc Ferraud, dans les années 70, où il disait, pour bosser sur les archives, on va arrêter en fait la peinture, on va arrêter le témoignage oral, on va arrêter tout ça, il faut qu'on se prenne d'autres choses, et cette autre chose, c'est quoi ? C'est le cinéma. C'est le contemporain, quoi. C'est l'image. C'est ça en fait. Et comment en fait un cinéma peut avoir valeur d'archive pour les historiens, pour essayer de comprendre l'époque sur laquelle ils travaillent, et pour nous après comprendre le monde a posteriori. Mais en fait, on est vraiment un peu dans cette logique-là, que pour lui, Fuller, faire un film, c'est faire une archive en fait. C'est beaucoup plus important que faire du cinéma. Ça dépasse en fait le cadre artistique. On est vraiment sur de la recherche presque scientifique. C'est absolument fascinant. Et quand même aussi d'une vérité des personnages mis en scène. C'est-à-dire que c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a cette valeur-là, et en même temps ça passe par une forte idée de la fiction. Voilà, aussi, c'est ça que j'allais dire, parce que plus que des films de guerre, en fait, les films sur la guerre qu'a mis en scène Fuller, c'est plus des films de soldats presque, plus que des films de guerre. Que ce soit donc dans Les Maraudeurs Attack, qui pareil suit une escouade de soldats, que ce soit dans Baïonnette au canon, dans J'ai vécu l'enfer de Corée et dans The Big Red One, c'est plus des films de soldats, c'est-à-dire qu'on suit
une escouade à chaque fois à peu près qui va évoluer sur différents terrains d'opération. Toujours cet art du détail, comme dans le début de Big Red One, ce moment où ils sont tous... il y a le personnage principal qui est quand même inspiré très fortement par Samuel Fuller lui-même, qui est donc qui est Zab, fume un cigare. qui est joué par John Carradine. Lee Marvin lui dit, le personnage lui dit, écoute, non, parce qu'il va y avoir... ça va être de la lumière, c'est la nuit, On peut fume se pas la reconnaître. nuit. Et là, il y a en des guerre. messages en fait de la propagande allemande pour leur casser le moral. The Statue of Liberty is kaput. Et voilà. Et ça, c'est pareil, c'est des détails. Et ça me fait beaucoup penser même à un autre film de guerre année du coup fin plutôt 40, qui est Story of G.I. Joe de William Wellman, qui est aussi pareil dans cette science du détail, dans ce Qui en plus était ce un film qui rapport, prenait vraiment, un peu le même cadre d'opération parce que c'était la campagne de Sicile. Ouais. Donc en temps français, c'est Les Forçats de la Gloire, qui est le meilleur titre français du monde. Oui. Donc avec Robert Mitchum, qui donc pareil suivait une escouade de C'est soldats ça. pendant la campagne de Sicile. Ouais. Mais c'est vrai que, par exemple, si on reprend The Big Red One, il a une espèce de manière de déréaliser la guerre. Comme tu disais, en fait, on est vraiment dans... Mais qui en même temps est quand même hyper cru. C'est cru, mais on est plus dans l'ennui, finalement, du soldat que dans le mec, il va pas te faire 30 minutes de combat. Il n'y a pas d'héroïsme, puisqu'il il le y a dit à pas- la fin, la seule C'est ça. gloire à la guerre, c'est de survivre. C'est ça, ouais. Et cette manière cette manière de représenter la guerre, faire un film de soldat plus que de guerre, c'est extrêmement intéressant à ce niveau-là. Et comment, en fait, elle meurtrit l'intime. Et c'est un film anti-spectaculaire, en fait, de certaines La façons. question, j'ai pas posé ça la semaine dernière, mais on me parlait aussi d'une sorte de cousinage ou de quelqu'un qui pourrait être proche à un moment, Avec Peckinpah. avec Peckinpah, mais je pensais aussi, est-ce que ça a déjà été étudié ou le fait que, est-ce que Fuller, par exemple, a été spectateur ou connaît bien le cinéma de Ford? Je pense Oui, que... il a toujours dit qu'il est admiratif de Ford. Il a Ouais, toujours parce dit, et ouais, il l'est pas à part notamment sur Tarantino. Oui, c'est vrai. cette question-là, que ce terme Si, que si, j'aime il le bien dit. d'un titre de Ford, c'est Expandables, quoi. Ceux qui sont, voilà. Si, Je trouve si, que ça, il bien a- cette idée-là aussi. On en parlait la semaine dernière. Quand même, par bien des côtés, il prend le revers de Ford dans Liberty Valance, qui dit imprimer la légende. Pour le coup, Fuller imprime pas la légende parce que The Big Red One commence par un carton. C'est une histoire fictive basée sur des morts réels. Donc, Ouais. effectivement, ça va être tout ça. Il y aura des choses qui sont brodées, qui seront un peu plus, on va dire, un certain souffle romanesque entre guillemets dans The Big Red One, mais c'est sur son expérience propre de la guerre, quoi. Mmh. Que ce soit son escouade, les personnes qu'il a connues, les genres de résistants qu'ils ont rencontrés, la scène dans l'hôpital psychiatrique, ou bien ce genre de mais en choses. même temps, il prend bien le soin de changer quelques détails, comme si, pour moi, c'est vraiment un film purement qui est à fond dans la catharsis, dans l'autobiographie, parce que il prend le soin quand même de modifier quelque chose pour pouvoir lui aussi prendre de la recul, distance, en fait. Parce que c'est un film qu'il a quand même qu'il a mis 30 ans à monter, hein, parce qu'il y pensait déjà à la fin des années 50. Mais je pense aussi à ça, un truc tout bête, c'est que c'est sur la piste des mots qu'il y a ce monologue où justement le personnage raconte, Le film de Ford. dans le film de Ford, raconte ce qui s'est passé. Oui. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'en repasser par la monstration d'une séquence Qui de est guerre. une ellipse de guerre. C'est parce Voilà. que Ford, il est dans l'écriture de l'histoire des États-Unis, Des par États-Unis. leur création de leur propre mythologie, donc la parole, comment C'est ça. on Le crée seul des- film la fordien transmission, de Fuller, en fait, c'est Park Crawl, donc le film Voilà. dont on a parlé la semaine dernière sur le journaliste. Voilà, Ah, sur le journaliste. complètement. C'est le Ouais. seul film réellement fordien. Après, Fuller, je l'ai lu, j'ai lu un entretien avant de venir. J'ai fait semblant de travailler un petit peu cette émission. C'est bien. Où il dit oui qu'il est complètement, il est admiratif du travail de John Ford. Oui. C'est pour ça, parce que je le disais la semaine dernière, ça, mine de rien par rapport au cinéma américain, le cinéma de Fuller, pour moi, est quand même témoigne aussi d'un moment où, après Ford, etc., mais quand même, il y a une modernité assez flagrante pour moi, en tout cas. D'ailleurs, Avec des guillemets à modernité, mais je pense que tu mets autre chose derrière ce mot-là, mais je me permets juste de signaler que longtemps, le montage court qu'on connaissait de The Big Red One, Qui fait 45 minutes de moins quand même. voilà, par exemple, ne proposait pas des plans très marquants désormais, notamment lors de la scène à Omaha Beach, donc du massacre sur la plage de Normandie, où il y a ce plan désormais dans la version longue où le soldat traverse la plage et il tombe vraiment sur un soldat éventré avec les tripes à l'air, qui n'existait pas dans la première version, ce qui fait que quand Il faut sauver le soldat Ryan est sorti, il y avait un peu, on n'a jamais vu la guerre comme ça. Bah, d'une certaine façon, à nouveau, Fuller, il avait les idées, il avait vu ça, il avait sur la rétine sûrement de l'œil encore gravé, mais il avait... Il n'y avait pas le director's cut. Voilà, et puis il n'y avait pas beaucoup d'argent pour montrer à grande échelle, mais il ponctue comme ça d'idées fortes qui cristallisent un peu ce qu'il C'est a ça, marqué. en fait. Ouais, c'est Avec vrai. des détails, quand il le dit, par exemple, à la guerre, on remarque jamais, dans une bataille, on remarque rien à plus de 5 mètres de soi, ou ce genre de choses. En fait, il a gardé en mémoire comme ça
Et il nous transmet comme ça ce que peuvent ressentir les soldats. Ils n'ont pas du tout de vision héroïque, ils n'ont pas du tout l'impression d'être dans une mission. D'ailleurs, le coup de la statue of Liberty Caput, c'est aussi repris dans Il faut sauver le soldat Ryan. On entend aussi ça dans Il faut sauver le soldat Ryan. Donc, comme quoi, il a sûrement influencé, même s'il n'y a pas d'héritier direct de Fuller. C'est vrai, mais t'as un rapport quand même pareil qui est dans la violence. Excuse-moi, dans le soldat Ryan, c'est-à-dire que les films sont brutaux, ils sont secs, mais ils sont pas gore. C'est-à-dire que c'est gore, mais de manière casuelle. C'est-à-dire que ça sera donc un soldat éventré, une tête arrachée, un bras en moins, un truc comme ça, mais c'est pas un truc qui est hyper spectaculaire. Enfin, ça sera pas des tripes dans tous les sens, ce sera pas un jeu de massacre. Ça sera vraiment par des points de détail que toute la violence de la guerre surgit. Mais c'est aussi à travers son point de vue. Enfin, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Non, parce que, pour moi, le film n'a pas une continuité. C'est vraiment comme s'il faisait le point de son vignette comme s'il faisait le point sur son propre point de vue, et comme si c'est vraiment des réminiscences de soldats. Donc c'est vrai que ces images-là, elles ont beau être violentes. Dans la réalité, un soldat n'a pas le temps de s'attarder là-dessus. Donc finalement, Fuller non plus. C'est vrai qu'il y a le prisme des souvenirs qui est là. Pour rebondir sur ce que disait Simon pendant la guerre, où il disait on voit pas à plus de 5 mètres, c'est vrai que dans The Big Red One, si on prend les 3 grands moments, on va dire guerriers, donc Omaha Beach, l'attaque du tank dans la plaine et l'attaque dans la forêt, en fait l'espace est complètement obstrué, et pourtant il filme en hyper courte focale, on voit le truc, mais il y a toujours des éléments de décor. Il y a la falaise, et il y a cette phrase de Lee Marvin dans l'attaque dans la forêt, ou le tank donc dans la plaine, où il dit qu'est-ce qu'il vise, qu'est-ce que fait, je sais pas, il vise la forêt. C'est aussi simple que ça, en fait. On voit jamais l'ennemi. En fait, du coup, il y a pas de contrepoint, mais cet espace est toujours obstrué alors qu'il est en courte focale. Il triche pas avec le point de vue pour le coup. C'est-à-dire qu'on n'a pas la vision allemande, on n'a pas la réplique allemande face au soldat américain. Il assume de rester avec son unité. Et d'ailleurs, il illustre très bien des phrases qu'on entend souvent chez les vétérans qui disent que ils n'ont aucune idée sur quoi ils ont tiré pendant toute la guerre, en fait. Ils n'ont aucun souvenir d'avoir touché quoi que ce soit. Oui, en fait. Voilà, c'est ça, ils tirent là où les autres tirent. On le voit est-ce que je confonds pas ? Non, c'est dans The Big Red One où à un moment, on voit les Français, c'est au début, il fait non, c'est les Américains, je vais pas leur tirer. Oui, c'est ça. C'est le seul moment. En Afrique. Ouais, c'est en Afrique, c'est ça. Et après, on voit les francophones, mais c'est en Belgique. On peut voir du coup Marc Villalonga dans un film de Samuel Fuller. Et dès qu'on arrive en fait dans le gros du conflit, en fait, du coup, il obstrue son espace. Et c'est assez fascinant. Et du coup, il y a c'est là qu'on voit Guy Marchand. C'est là qu'on voit Guy Marchand. Ah bon ? Oui, dans la scène coupée qui est en Afrique du Nord. C'est ma foi très intéressant, cette gestion de l'espace, en fait. Voilà, c'est ça pour dire. Mais non, mais c'est comment obstrué par des éléments de décor, alors que la caméra nous dit je vais vous faire péter une profondeur de champ de fou, et il va dire ouais, mais non, en fait, ça va pas être ça du tout. Et sur la question le décalage est absolument vertigineux. Et dans The Big Red One aussi, il y a ce truc qui est assez fascinant, c'est que le fait de raconter, ou en tout cas cette mémoire, et du coup le rapport aussi à l'écriture de l'histoire, c'est que par exemple, j'ai rarement vu, moi, des moments du coup reconstitués, remis en scène, fictionnels, etc., mais où les Américains débarquent sur une plage où ce sont les Français, et donc c'est quand même Vichy. Ah ouais, c'est vrai. Et c'est un moment assez troublant où d'ailleurs on est du point de vue des Français, parce qu'on les voit débarquer, les Américains. Et après, c'est à partir de là qu'il y a un retournement. Parce que c'est comme si les Français étaient déjà du côté des Américains qui libèrent, et en même temps il y a le chef qui est quand même à la solde de Vichy. Tu sais, on est comme ça, nous les Français, en fait. On a toujours un pied dans les deux, hein, mais du coup, il y a résistant. C'est surtout qu'il y a un moment donné où, par un accident, on tire quand même. Il y a quand même des morts, et en final, il y a un Français qui arrive. C'est le côté absurde en fait de la guerre, du conflit, qui a été beaucoup mis en scène déjà, mais c'est un peu ce côté-là. Pareil, c'est rare quand même. On va faire une petite pause, donc on est parti du côté de la guerre de Samuel Fuller, et donc on peut dire que c'est un danger diabolique. Deep, deep down. En attendant Godard sur Syllab, et c'était Mike Patton avec Deep Deep Down, donc thème de Danger Diabolique, extrait de son album de reprise de pop italienne, le formidable Mondo Cane, en 2010. Sans aucun rapport, donc nous allons continuer à explorer la filmographie de Samuel Fuller, après filmer la guerre, filmer la violence, filmer la mort, filmer l'Holocauste, tout autre genre, mais quand même aussi violent, parce que Samuel Fuller n'était pas tellement du genre fleur bleue. Donc on va continuer donc sur le reste de sa filmo, la fin notamment, donc on parlera un peu tout à l'heure de ses téléfilms et de sa fin de carrière en France et en Belgique. Mais donc Samuel Fuller est non seulement un des grands maîtres du film de guerre, mais surtout, je pense avant tout d'ailleurs, du polar. On en avait parlé quand même rapidement sur certains la semaine dernière, mais là on va revenir quand même sur 3 films importants. Donc
c'est peut-être un de ses chefs-d'œuvre les plus connus qui est Shock Corridor, qui n'a pas de titre français d'ailleurs, je crois, c'est Shock Corridor. Donc Underworld USA, les bas-fonds new-yorkais et donc The Naked Kiss, police spéciale. Ça, c'est vraiment nul par contre. Comme Film, on va dire à l'ouverture, coup de poing, mon oui, cher. comme on en Erwan, parlait la semaine dernière, que je déjà. sais que tu apprécies beaucoup Oh, ici, oui. qui est quand même un film Ah, oui. quand même extrêmement impressionnant. Oh, oui, Ne serait-ce que donc par son intro, qui est un coup de poing face caméra. tout à fait. Mais bon, on en a déjà un peu parlé la Oui, semaine en fait, c'est une dernière. baston en Bagarre. vision subjective. C'est ça. En fait, c'est un POV pour les amoureux de Pornhub. Vous voyez ce que ça veut dire. C'est, Point of view in English. Voilà. Et en chant contre chant entre une nana en fait qui donc une prostituée qui est en train de mettre une trempe à son macro, Une super trempe. une super trempe à son macro parce que il lui a volé de l'argent. Et en fait, C'était dispensable. c'était pas mal. Continue, Thibaut. Ouais. Et du coup, là, on glisse du coup dans la veine polar, film noir de Fuller, où la chose la plus importante, c'est comment mettre en avant la marginalité et comment ces marginaux en fait vont ressortir grandis dans une certaine idée de l'Amérique. Autant dans Pick Up on South Street, on parlait un petit peu d'un contexte un peu communiste, mais même si le contexte dans l'absolu, on pouvait légèrement s'en taper. Mais surtout dans The Naked Kiss, moi, ce qui me semble le plus intéressant, c'est donc comment cette femme, en fait, va se heurter à l'hypocrisie d'une petite communauté aux États-Unis. On ne dit pas l'État d'ailleurs, on ne dit pas le lieu. C'est à Ouais, j'ai un doute. Grande City. Bon, bref, de toute façon. Ouais. Mais en fait, Une grande ville. non, c'est tout petit. Et en fait, comment elle va essayer, en fait, donc on apprend De par la force s'intégrer, des en choses fait, aussi, à cette qu'elle est communauté. prostituée et comment elle va essayer de s'intégrer, comment elle va essayer de remettre un petit peu les personnes un petit peu tordues, entre guillemets, dans le droit chemin. Et comment, en fait, elle va se faire lapider en place publique à la fin. Et là, toute la force de Fuller, c'est de montrer que donc on est en 64 et on est en plein dans la période, c'est Johnson le président américain, il avait fait son grand discours sur la grande société américaine. Et là, Fuller, qu'est-ce qu'il lui fait à la grande société américaine? Il lui fait à un l'envers. bon gros fuck de derrière les fagots. C'est extrêmement plaisant. Au-delà de cette force de la marginalité qui est toujours présente chez Fuller. Mais là, on est vraiment dans un film historique où il démonte, et là, on peut retrouver sur ce côté un peu Peckinpah où on va démonter un petit peu la mythologie américaine. Ici, il démonte complètement même l'histoire telle qu'elle se fait devant ses yeux. C'est proprement ahurissant et c'est pour ça que je considère ce film comme un putain de surchef-d'œuvre. Je pense que c'est un des films avec le scénario le plus surprenant de l'histoire. Les dialogues, c'est impossible de savoir où va aller l'histoire. Et de quoi il est véritablement question. Et de quoi il est question longtemps dans le film. Notamment le très titre, en fait, The impressionnant. Naked Kiss, Voilà. c'est aussi un rapport à un langage. C'est très moderne d'ailleurs d'aborder ce genre de sujet. Puisqu'on parle de pédophilie, en fait, Oui. concrètement. Donc c'est quand même... Là, il y a dans ce film-là, on a beaucoup parlé du travelling, par exemple, dans l'Enfer de Corée. Enfin, j'ai vécu l'Enfer de Corée et dans Park Row ici. Enfin, du travelling latéral ici, c'est le travelling avant en fait qui donne une force et comment filmer un visage. Oui, C'est là absolument encore un champ contre passionnant. champ très fort entre cette femme et son nouveau mari ou futur mari qui révèle sa pédophilie. Et là aussi, il y a une pression du plan très très forte, très troublante pour le spectateur. On se demande ce dont il est question et on n'arrive pas à accepter que ce soit ça parce que, surtout pour un film, surtout si on le voit maintenant avec 50 ou 60 ans de décalage, on ne pense pas qu'un film a pu aborder un tel sujet. Oui. C'est très très impressionnant. Et je voulais rebondir un truc, oui, sur la question vraiment de filmer, mais là on est plus dans l'expérimentation, même dans le délire, parce qu'il a été influencé aussi par les nouvelles vagues européennes. Mais Shock Corridor et The Naked Kiss font un petit peu écho, parce que dans The Naked Kiss, il y a ces visions oniriques de Venise qui sont absolument magnifiques. Il y a aussi cette question de l'archive, parce qu'il va nous faire passer, parce que le futur mari en fait de l'héroïne lui passe des home movies de Venise qu'il a filmé comme ça. Il y a toujours ce rapport aussi au regard, là, ce que vous disiez tout à l'heure, qui est très vrai. Et puis il y a un truc qui était marquant aussi, c'est la conscience qu'il a en fait. Samuel Fuller a conscience d'être Samuel Fuller, c'est-à-dire qu'il y a autant une dimension extrêmement autobiographique dans son cinéma, autant dans The Big Red One que dans Park Row par exemple, mais à l'arrivée du personnage principal dans The Naked Kiss, il y a un cinéma, et qu'est-ce que passe ce cinéma? Il passe Shock Corridor, et ça c'est merveilleux.
C'est juste des petites touches comme ça, parce que Fuller fonctionne un petit peu par touche, mais le mec a conscience en fait de non seulement du pays dans lequel il vit, mais aussi de son propre statut, et ça rend en fait le truc passionnant et excitant intellectuellement. Ouais, mais son statut aux USA n'est pas le même qu'il a pu avoir en Europe. Oui, mais c'est son statut par rapport à lui-même. C'est son statut par rapport à lui-même. Et en fait, en gros, qu'est-ce que cette femme, elle débarque en gros dans ce cinéma, dans cette communauté qui est en fait un cinéma, et qu'est-ce qu'elle va être ? Elle va être dans le Shock Corridor, sauf que si la rue, c'est plus la rue de l'asile psychiatrique, c'est la rue vraiment de la petite ville en fait. Et c'est toujours la rue qui gagne. Et chez Fuller, c'est toujours la rue qui gagne, exactement. C'est aussi un rapport, on a beaucoup insisté la semaine dernière sur son art aussi de conter, de raconter, que lui-même était un orateur hallucinant. C'est vrai que la manière dont il parle, c'est lui qu'on a entendu en intro de cette émission quand il racontait. Et il a une manière en plus visuelle de raconter les films qu'il veut faire ou qu'il a fait. Et peut-être aussi que ce passé de journaliste, ce rapport aussi très fort aux faits divers, ça s'inscrit aussi dans cette manière de montrer une Amérique à un instant T. On veut dire qu'il va vraiment à la fois, comme pourrait le faire la presse caniveau, mais avec une toute autre complexité. C'est ce que disait Thibaut justement sur Naked Kiss, quand il parle de la présidence de Lyndon Johnson, et là c'est un commentaire en direct, comme le ferait un journaliste justement, sauf que lui il le fait par le biais du cinéma. C'est pas à chaud, mais c'est en tout cas extrêmement réactif. Après, par rapport le cinéma à américain a toujours été comme ça, mais là c'est vraiment hyper flagrant. Et ce que tu disais sur cette notion de parole, le film de Fuller fait des films antiracistes, antifascistes, mais ce ne sont jamais des films à thèse en fait. On n'est pas chez Pakula, on n'est pas chez Pollack. Son antiracisme passe par des personnages qui racontent une histoire, généralement face caméra, parce qu'ils s'emmerdent pas. Ils nous balancent dans la gueule en fait toutes nos tares de nos sociétés contemporaines occidentales, mais par le dialogue. Je fais juste... En cela aussi, je me rappelais qu'on avait chroniqué quelques films, évidemment, on a même fait une spéciale, je ne sais plus d'un coup, mais en ça aussi, il peut être assez proche par moments, différemment formellement, mais d'un Richard Fleischer aussi. C'est-à-dire que vraiment, notamment dans le côté, c'est ce film qui était sorti il y a pas très... Les Inconnus dans la ville. Voilà, Les Inconnus dans la ville. Je pensais à ça par rapport à The Naked Kiss. Oui, c'est vrai que la petite bourgade, elle ressemble vraiment, sauf qu'il y en a une qui est en scope couleur, et puis l'autre en noir et blanc. Et après, ce que Fleischer fera avec l'étrangleur de Boston, etc. Et tu parlais donc, Thibaut, de toutes les questions raciales, tout ça. Il en vient dans un film qui est sur la fin de sa carrière, donc qui fait, après The Big Red One, en 82, Dressé pour tuer en français, White Dog. Donc c'est un gros chien blanc qui justement dressé allait agresser les étrangers, quoi. Là encore une façon de cristalliser un ou des problèmes de l'Amérique. Et qui est un film qui a été très très mal compris à sa sortie, parce qu'il était vu justement comme vraiment raciste au premier degré, comme fasciste et tout, et ce qui est quand même incompréhensible au vu de la vie et puis de la carrière de Fuller. Et je sais que Simon, toi t'aimes beaucoup le film. Oui, c'est vrai, mais juste avant ça, je voudrais revenir sur ce que disait Thibaut. J'aurais lui demandé son avis. Et tu parlais de Johnson, et tu parlais et là à l'instant vous parliez de la réception de Fuller. J'ai pas le sentiment qu'on sente chez Fuller, par exemple, l'impact de l'assassinat de Kennedy, parce que c'est pas un démocrate, c'est pas un démocrate au sens américain du terme. Oui. C'est politique, quoi. Si tu veux, parce que il est pour la démocratie, mais il n'est pas démocrate. Parce que ce serait trop idéologique presque pour lui. Il est plus complexe que ça, tout compte fait. Ça serait trop binaire d'être. C'est une question directe. Le Bonnie and Clyde d'Arthur Penn, ça sort quand ? 67. 67, c'est un peu tard, parce qu'il me semble que c'est peut-être un des premiers films qui se rendent compte de la puissance en fait de l'assassinat de Kennedy. Mais c'est vrai que Fuller, il n'en parle pas. Non, mais tu parles de cette... Il croque bien cette Amérique johnsonienne, sachant que Johnson, on a toujours un doute, il est peut-être plus ou moins derrière, lié à l'assassinat de Kennedy, en fait. Mais c'est pas ce genre de résonance. Il y a une critique claire, mais c'est pas... Je sens pas ce lien... C'est pas un nom, d'ailleurs, qui revient chez un Toré, par exemple. Non. Fuller, il l'intéresse, mais pas pour ça. Il pas par rapport à une configuration qu'elle soit formelle. Non, parce qu'il ne se rattache pas au Nouvel Hollywood. Enfin, ni même au pré-Nouvel Hollywood. C'est beaucoup plus complexe. Alors qu'un mec comme Aldrich, par quelques biais, on peut le rattacher là-dessus comme étant précurseur. Alors que Fuller, il est beaucoup plus insaisissable, en fait. Il circule un peu partout. Il gardera finalement son statut, comme on le rappelait, de Scorsese, des Michael Henry Wilson, de Maverick, de contrebandier. Mais tu vois, un mec comme Peckinpah, un mec comme Aldrich, on peut être attaché
cherché par Oui. certains côtés esthétiques, par certains Ou un côtés Seagull, thématiques. ou Voilà, tout ça. un Alors, Fleischer, alors que Fuller, pour le coup, il échappe en fait à toute récupération, même par d'autres cinéastes. c'est vrai. C'est-à-dire qu'il pourra être cité en exemple, comme quoi son cinéma est important. Enfin, donc, on parlait de Godard tout à l'heure avec Pierrot le Fou, tout ça en France, mais même aux USA, il pourrait être cité, mais en termes formels et en termes thématiques, il n'est pas récupéré. En fait, il le sera cité, mais par des gens qui sont Mais les aussi dans la, générations même d'après. dans la même beaucoup position plus qu'eux. tard. Donc ça peut être en Europe un Wim Wenders ou effectivement les gens de la nouvelle vague française qui ont écrit sur lui, que ce soit Luc Moulet ou Jean-Luc Godard. Mais à l'autre côté, un Jim Jarmusch américain est un héritier. Mais c'est plus tardif, tu vois, c'est une génération après C'est quand parce même. que sa forme est pas transparente. Il est trop brut de décoffrage dans le propos et dans la forme. Ça fait presque artisanal. Voilà, il y a un côté. C'est vraiment pas transparent. C'est comme brut. cinéma, au sens C'est brut. de la transparence. Mais c'est pas américaine démonstratif. classique. Non, mais c'est direct, c'est efficace quand même. Mais le fait qu'il brise presque les règles du classicisme américain, enfin de la transparence américaine, ça empêche, je crois, son inscription dans un cinéma même néoclassique. Par rapport à cette idée de modernité, je le disais déjà la semaine dernière, mais c'est pour ça qu'il est peut-être le plus proche de lui. À la limite, c'est peut-être le cinéma Nicolas Ray. Alors, oui, mais qui est beaucoup plus Oui. expérimental, Nicolas. Enfin, entre guillemets, il serait plus maniéré, enfin, sur une certaine partie de sa carrière en tout cas. Oui, moi je pense plutôt aux années 50. Au violent, Pas jusque. Il faut repréciser Nicolas Ray, effectivement, début tu disais tout 70. à l'heure, on a un point de vue européen et notamment français, et puis ce Ouais. sont des figures presque Qui sont très importantes dans la cinéphilie française. Oui, voilà, ils se ressemblent presque. Et nous, Ouais, on l'écrit. Ouais, voilà, on s'en souvient. Ça va comme ensemble en fait un peu. des hommes aux cheveux blancs là, qui avec la voix cassée par je sais pas combien de cigares ou de cigarettes. Il y a un jeu, il y a quelque chose qui joue comme ça. Peut-être Figure, quand même pas quand même. sur la pulsion quand même, je le disais la semaine dernière, mais peut-être aussi quelqu'un qui peut être proche de lui dans le contexte surtout années 50, c'est peut-être Anthony Mann aussi. Peut-être mine de rien. Je sais pas trop, mais je pense. Mais Mann, j'ai quand même l'impression qu'il a une emphase de mise en scène qu'il n'y a pas chez Fuller. C'est-à-dire que quand même ces persos vont être tout de suite hyper romanesques, que ce soit dans Je suis un aventurier ou bien dans Les Affameurs. C'est vraiment dans cette série de films là. Les persos de peut-être. Stewart sont, enfin, il y a quand même un souffle et un truc qui est beaucoup plus nihiliste que dans beaucoup de films de Fuller, je trouve. Ouais. Mais c'est le rapport aussi à la faiblesse, quoi. Et ce qui peut arriver, ou vraiment côté vraiment humain et voilà, bassement humain, quoi. C'est ça qui me... Et par propos de bassesse humaine, du coup, sur la fin de sa carrière, Fuller était parti en France et en Belgique, qui est là où il a fait ses derniers films. Et donc, il a fait plusieurs films pour la télévision. Et donc, j'aimerais bien qu'on revienne sur White Dog, donc son film de 82. c'était pour la télévision ? Non, mais c'est vrai non qu'on pas a celui-là, zappé tout à mais l'heure, c'est un des films qui est un peu dans ces périodes troubles Oui. où il navigue entre la télé et la France, des résidus aux USA, tout ça. Alors, faut préciser que c'est adapté de Romain Gary. Donc, grand romancier français, grand sujet. D'ailleurs, je me demande si Jane Seberg, c'est pas par elle que c'est passé, puis bon, elle est morte. Enfin, en tout cas, il y a une circulation du roman et du projet, et puis ça arrive chez Fuller. C'est un film qui a joué aussi un tournant, qui a servi de tournant aussi peut-être dans la réception française, c'est que ça a été soutenu notamment par Danet, qui a écrit un très beau texte, si ma mémoire est bonne, sur White Dog. C'est un peu la grande période aussi des cahiers du cinéma qui continuent à soutenir des auteurs comme Fuller. Il y aurait énormément de choses à dire sur White Dog, qui heureusement aujourd'hui est bien... Et visible. Dans de relativement bonnes conditions. En France également, c'est... Parce qu'à un moment, il a été invisible. Disons qu'il a mis du temps avant d'être en DVD... Ouais, correct. ça a mis du temps avant d'être exploité dans des copies décentes déjà. Ah d'accord, quoi. parce que je pensais que du coup, il avait été censuré ce film avec tout... Il ne me qu'il a semble été, pas, mais disons que c'est vrai que Ça a été compliqué à la sortie, quoi. les polémiques n'ont pas aidé sûrement à la diffusion. Mais en France, on a pu le voir en VHS. Ensuite, les Américains, la Criterion l'a sorti en DVD. Je ne crois pas qu'on ait toujours d'édition française. Ça, c'est un drame, Non, par contre. Non, on n'a Il rien. faudrait que Carlotta s'y colle. Là, ça leur irait très bien. Il y a sûrement quelqu'un qui voudrait faire un bouquin là-dessus. Et là encore, des scènes superbes, je le disais, de chant contre chant, pour faire passer les idées, comment est-ce qu'on va faire parler le chien ou comprendre que le chien comprend ceci ou cela, avec un finalé presque, je dirais, à l'italienne, magnifique, bouleversant, avec des retournements, pas de situation, mais d'enjeu. On pense que la situation est résolue, puis on s'aperçoit qu'elle est beaucoup plus compliquée. Une fin assez pessimiste, tout compte fait, mais qui est très, très prenante,
qui, je pense, fait partie des plus belles fins du cinéma de Fuller, et je pense que le film est un de ses plus beaux, en tout cas son dernier grand film, Oui. sûrement. Et donc sur toute cette fin de carrière, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là parce qu'on est un peu charrette. Mais donc il a fait plusieurs choses pour la télévision et notamment donc pour la télévision allemande. Un pigeon est mort dans Beethoven Street, Tote Taube in Beethovenstrasse. Donc Tu voulais la t'es placer, content, hein. exactement. Donc téléfilm. Gall fait le nom de ma tête. Hein, Sprechen Sie Deutsch ein bisschen, ok? Ich habe Deutsche in Gymnasium lernen. Ich habe alles vergessen. Et après, tu vas lancer la musique de Croix de Fer. Bah, dis donc. Bienvenue sur Ça Arte. fait beaucoup là. Donc film de 1972 dans sa version longue qui fait 2h07 quand même, et donc un téléfilm de la série Tator. Donc Tator pour nous les Français, a priori c'est comme le renard ou Derrick, c'est-à-dire que c'est quand même pénible et gris caca quoi. Je crois que t'étais plus un cas pour deux. Cacadois plutôt. Je dirais. Ou Rex. Et non, en fait, comme je disais à Simon la mission, c'est un cas de production intéressant parce qu'en fait c'est une série donc qui a fêté son 1000e épisode en 2015, donc qui existe depuis 40 ans maintenant, et qui en fait a une production assez particulière. Ce sont des épisodes qui sont produits par Lenders. Je crois qu'en Allemagne, il y en a 16, donc c'est les différentes régions, c'est un état fédéral. En fait, chaque région produit à peu près 2 ou 3 épisodes par an, qui avant faisaient 2 heures, maintenant sont réduits à 1h28, enfin maintenant depuis 30 ans. Et donc, chaque Lenders produit des épisodes selon une spécificité régionale, les décors, et avec chaque fois des inspecteurs qui sont récurrents. Donc celui de Fuller se passe à Cologne, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est un film assez étrange, qui est quand même hyper bavard, parce que c'est trucs pour la télé, donc enquête d'une meurtre d'une bonne femme dans la rue, qui se mêle à un complot politique, à plein de choses, tout ça. Mais où il y a des choses en termes formels, où c'était vraiment en fait une série où les réals pouvaient expérimenter des choses. Donc il y a eu des épisodes en temps réel, des épisodes en direct, des trucs comme ça, machin. Les premières scènes à la télé allemande où on voit des hommes et des femmes entièrement nus à 1 heure de grande écoute pour une série quand même qui est grand public. Et là où pareil, en termes formels, il fait des choses extrêmement, enfin pas extrêmement, mais assez bizarres. Du surmontage, par exemple. Ouais, du surmontage très court. Hyper cut et avec une violence. Enfin, comme qui est quand même assez dingue. Le final du film, donc c'est une baston entre le méchant et puis le détective privé, où ça dure vraiment 10 minutes, où le mec se bat à coups d'épée, puis à coups de hache, il lui balance des fléaux d'armes, il lui balance des hallebardes dans la gueule, et après il lui coupe la tête à coups de hache, quoi. En effet. C'est Cool. ultra bourrin. C'est J'attendais plutôt. en termes de montage, effectivement, il y a beaucoup de séquences de dialogue entre l'inspecteur et puis une bonne femme sur qui il enquête, qui vont passer par des montages extrêmement cut, presque subliminaux, pour parler de discussions où ils partent en vacances en Grèce ou bien je ne sais où. Il y a des trucs vraiment étranges, et surtout il se fait vraiment plaisir parce qu'il s'est bourré de références de cinéma. À un moment, donc, il suit une femme, enfin, il apprend en filature, il rentre dans un cinéma qui passe Rio Bravo en allemand, et en fait, le mec oublie son enquête, il regarde le film, il fait les dialogues, et du coup, en fait, la femme se barre du cinéma, il la perd. C'est vrai. Il y a plein de trucs comme ça où ils font des références au pont de la rivière Kwai, à Peter O'Toole, tout ça. C'est un objet assez étonnant en fait. Ouais, c'est fou. Donc qui rentre à la fois dans le cadre hyper normé de la série Tator, mais dans lequel Fuller arrive encore en fait à Et s'exprimer. une collaboration musicale, il me semble, Voilà, merci Benoît. Avec le groupe allemand Cannes, donc ouais. le groupe de krautrock. de krautrock minimaliste, qui en fait joue le même morceau pendant tout le film, avec à chaque fois des variations sur le leitmotiv, ce qui sont des trucs assez intéressants, enfin un peu expérimental en fait, même dans le cadre du cinéma de Fuller, où peu importe la thune qu'il prenait, il arrivait toujours à expérimenter en fait dans les différentes poches de production qu'il investissait. Donc c'est assez étonnant en tout cas, une fin de carrière qui est quand même un peu en deçà de... On peut le voir grosse... en plus. Hein. On peut le voir, il est sorti de toute façon en DVD, en Blu-ray même je crois, en Allemagne. Donc ce qui fait qu'on trouve des bonnes copies à Los Angeles. Donc non, c'est vrai que surtout de la fin de carrière de Fuller, c'est beaucoup plus méconnu parce qu'il en fait, c'est une de ses meilleures réalisations sur cette fin de carrière. Ouais. En tout cas, si ça se tient, c'est achevé, c'est pas... Parce que c'est vrai que le reste, je crois que Simon, tu parles. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu pas finies. Il y a Shark, ça lui a beaucoup échappé, bien sûr. Mais il y a Street of No Return, où là, tu vois clairement que c'est quand même beaucoup plus traité par-dessus la jambe, quoi.
Donc voilà, on va devoir s'arrêter là malheureusement. Donc On en fait une troisième. voilà, on vous encourage évidemment, plus que ça, à découvrir toute la formidable Bah oui. filmographie du grand, du magnifique, Et du les livres aussi, gigantesque qu'on n'a pas Samuel trop parlé. Fuller. Il y a beaucoup de livres qui sont sortis ces Ouais. derniers mois. Donc on a 5, parlé, du coup, on en a parlé la disait semaine dernière, finalement. notamment on a reçu Le Choc et la Caresse, donc édité par Yellowno, co-dirigé par Jean-François Roger de la Cinémathèque française et Jacques Daniel, donc très bel ouvrage avec beaucoup de textes et beaucoup de choses On en a intéressantes un petit peu parlé la semaine dernière. qui pour le coup donc parle de toute la filmographie de Fuller, y compris les productions télé et ses romans pulp des années 30. Le donc, livre de De Rouge très Profond. belles photos. voilà, super écolo. Je trouve que les photos, les photogrammes sont très bien foutus. C'est vrai, c'est magnifique. Bravo Guy, comme d'habitude. Exactement. Oui, celui de chez Rouge Profond, donc par Franck Lafont, Voilà, celui de un gros ouvrage aussi. le petit livre chez Capricci, De Narboni. petit ou grand, je ne sais pas, mais du coup, L'homme affable. Et aussi, je crois, un livre Sur The Big Red One. sur The Big Red One aussi. Et donc on rappelle aussi un documentaire de Samantha Fuller sur son père, Fuller Life, édité par Carlotta. C'est très chouette. On va s'arrêter là, les coups de cœur, mon petit Simon. Revoir les hommes du président de Pakula, qui est évidemment un sujet passionnant, mais surtout qui est une leçon de mise en scène. Juanito. Bien moi, c'est un film dans la collection Un siècle d'écrivains qui s'appelle Maurice Blanchot, donc comme l'écrivain, donc un film sur lui, sur son œuvre, et donc par Hugo Santiago. Très Merci, étrange mon cher film. Thibaut, des Feel Good Movie. Oui, des feel-good movies, donc Shock Corridor et The Naked Kiss sur chef-d'œuvre de Samuel Fuller et Le Fils de Saul de Laszlo Nemes. J'avais pas vu en termes d'expérimentation cinématographique et de mal à l'aise, j'avais pas vu ça depuis Le Irréversible de Gaspard Noé. Je sais toujours pas quoi en penser de ce film. Eh ben, c'est une claque. Carlos. Moi, c'est un taxi pour Tobruk avec Aznavour et Lino Ventura. C'est vraiment bien. De Denis de la Patelière, c'est hyper chouette. Ouais, ça. voilà. Et puis du coup, The Big Red One de Fuller, c'est vraiment un sacré morceau. Et en plus, t'as pleuré. Oui, en plus, j'ai pleuré. Alors moi ça sera un documentaire de Julie Gavras, la fille de Costa Gavras, passé sur Arte dimanche dernier, Les Bonnes Conditions, qui suit pendant 13 ans 8 jeunes en fait de la seconde à leur entrée dans la vie active, 8 jeunes des quartiers chics du Paris du 7e arrondissement. C'est un très très beau documentaire, donc qui est toujours disponible sur Arte plus 7. Gal. Moi, ce sera Lingo de Nakata, parce que pour revoir ce que c'est que vraiment des jumpscares bien maîtrisés. Voilà, merci messieurs, merci d'avoir participé à ces émissions Fuller. On se retrouve la semaine prochaine, prochaine émission. À ciao, bonsoir. Bonsoir. Salut. Salut.